Bonjour à tous, très content de vous retrouver aujourd'hui et on a plein de news à traiter. On va parler Air Jordan, on va parler de Winnie versus Bambi. Oui. On va aussi parler de Disney avec pas mal de choses qui bougent du coup au sein de la compagnie, avec des films annoncés aussi. On va parler de Spider-Man, mais pas celui que vous croyez. Et on va parler bien sûr de dernières rumeurs à propos du film The Flash et d'un Batman totalement inattendu qui pourrait faire son apparition. Mais pour commencer, je voulais juste vous parler vite fait. Il y a une bande-annonce qui est sortie pour le film sur Nike, réalisé par Ben Affleck. Je vous mets le lien évidemment de la bande-annonce dans les infos de la vidéo, vous pouvez le trouver juste en dessous, et franchement je vous conseille d'aller y jeter un œil. C'est la première bande-annonce pour le film Air, donc réalisé par Ben Affleck. Donc c'est un film de Ben Affleck et Matt Damon sur évidemment comment s'est fait le célèbre partenariat entre la marque et le joueur de basket. C'est un film qui avait été annoncé en avril 2022 et qui donc voit le retour de Ben Affleck derrière la caméra. On pourra le retrouver chez nous le 5 avril. Ça sera sur Prime Video. Pas au cinéma en France, ça sera sur Prime. Donc voilà, 5 avril sur Prime Video. Et franchement, autant ça faisait vraiment que j'en entendais parler de ce film, j'étais pas ultra convaincu par le pitch. J'avoue que les images m'ont vraiment donné envie pour le coup. C'est le premier film qui sortira de la boîte de production de Matt Damon et Ben Affleck, dont on avait déjà parlé, qu'ils avaient créé il y a maintenant quelques temps. Et je suis vraiment curieux de voir, ne serait-ce que pour voir les tenues de Ben Affleck, qui pour certaines sont assez improbables. Franchement, ça vaut le coup de regarder. En plus, le casting est franchement plutôt pas mal. En plus des deux acteurs, il y aura donc Jason Bateman, il y aura Marlon Wayans, Chris Tucker, Chris Messina et Viola Davis qui jouera la mère de Michael Jordan. Donc voilà, franchement, ayez la curiosité, allez voir le trailer, je vous mets ça en dessous, et comme ça, vous verrez si ça peut vous intéresser. News suivante, hautement improbable, on avait déjà un peu parlé de ça sur la chaîne. Bientôt un univers étendu autour des films horrifiques basés sur des œuvres tombées dans le domaine public. Oui. On savait déjà qu'il y avait Winnie the Pooh, donc le film d'horreur Winnie the Pooh Blood on Honey par le réalisateur Rhys Frake Waterfield. On savait aussi qu'il y avait un film Bambi qui arrivait, dans lequel Bambi serait une machine à tuer. Évidemment, c'est ce à quoi on pense quand on pense à Bambi. Il y a aussi un film Peter Pan qui arrive, qui est aussi assez improbable pour le coup. En gros, donc ça s'appellera Peter Pan's Neverland Nightmare, avec une fée clochette en obésité morbide qui tentera d'endiguer son addiction aux drogues. Ouais, vous avez bien entendu. Ouais. Peter Pan avec une fée clochette en obésité morbide qui tentera d'endiguer son addiction aux drogues. Tout à fait, monsieur. Et on a eu quelques mots donc au micro de The Hollywood Reporter par donc le duo producteur-réalisateur qui sont à la tête de ces films, qui nous disent: l'idée est d'essayer d'imaginer qu'ils se trouvent tous dans le même monde afin d'avoir des crossovers. Les gens ont envoyé des messages disant qu'ils voulaient vraiment voir Bambi contre Winnie. Il y a beaucoup d'autres idées qui ne sont pas liées à Disney, des tas de vieux contes de fées et de légendes urbaines, des concepts qui sont synonymes de votre enfance. Et ce sont ceux que je veux construire dans une réalité alternative tordue. Ok, pourquoi pas? D'accord, Ok, faisons ça. Même moi qui suis plus film d'horreur depuis longtemps, j'aurais presque la curiosité de voir. Après, Winnie the Pooh, il a quand même l'air vraiment cheap, quoi. Ça a l'air très cheap. C'est vraiment des types avec des masques pourris d'animaux, quoi. Donc, à la limite, bien fait. Je dis pas où vraiment on aurait dit que c'était Winnie l'ourson, quoi. Là, on dirait vraiment un film d'asylum, quoi. Je suis un peu perplexe quand même. On verra bien. Sachant qu'un film comme Peter Pan, en plus, pour la fée, il faut quand même des effets spéciaux. Il faut, qu'elle ait l'air toute petite, machin. Je sais même pas s'ils vont s'ennuyer avec ça, hein, donc j'attends de voir. News suivante, un remake. Alors ça m'a surpris. Il y aurait un remake de la série Le Bureau des légendes en préparation. Et alors pas par n'importe qui, par George Clooney,
qui en plus réaliserait la série. Et donc oui, la série Bureau des légendes créée par Éric Rochant, donc série d'espionnage qui avait eu pas mal de succès, qui avait eu beaucoup d'excellentes critiques. Il y aurait donc un remake en cours par les Américains pour le Bureau des légendes. Ça serait baptisé The Department, coproduit par Smokehouse Pictures, MTV Entertainment Studio et Sound Studio, qui est donc la boîte dirigée par George Clooney et Grant Heslov. Et justement, c'est George Clooney qui devrait également réaliser la série. Son développement devrait débuter plus tard en 2023. Showtime espère, a priori, que The Department reçoive le même accueil que son ancienne série phare, Homeland, notamment outre-Atlantique. Et si The Department propose un contenu de la qualité du Bureau des légendes, il pourrait alors fort bien susciter l'intérêt du public. Pourquoi pas? Donc pour rappel, le Bureau des légendes, ça décrivait les opérations d'un service de la DGSE, le contre-espionnage français, spécialisé dans les missions d'infiltration. Les agents sous couverture, ou légendes, d'où le titre, devraient officier dans divers régimes totalitaires, voire zones de guerre. Membre éminent de ce service, Guillaume, dit Malotru, incarné par Mathieu Kassovitz, bouleversait l'ordre établi à cause de son amour pour une femme. Ok, donc pourquoi pas, George Clooney, il a quand même fait plutôt du bon boulot en règle générale, en termes de réal. Donc franchement, je suis plutôt curieux du projet pour le coup. On passe du côté de Disney. Il y a eu quelques annonces. Pour ceux qui ne savent pas, en fait, il y a eu donc la réunion, le discours aux actionnaires qui a eu lieu donc pour parler un peu des résultats de début d'année. Et on a eu droit à plusieurs assez grosses annonces pour le coup en termes d'animation. Zootopie 2 qui a été annoncé. La Reine des Neiges 3 et Toy Story 5. En gros, ce qui a été annoncé, c'est les gars, les actionnaires, soyez contents, on prend pas de risques, on fait des suites à des franchises qui ont cartonné. On va ramener du pognon. C'est vraiment ça. Il n'y a aucune créativité là derrière, il n'y a pas de risque, rien. C'est vraiment, vous avez aimé, vous inquiétez pas, ça revient. Ce qui n'est pas complètement étonnant. Alors on sait rien dessus, il n'y a eu aucune annonce de date, aucune annonce de pitch, de quoi que ce soit, de casting, rien. C'est juste, les actionnaires, vous avez vu, il va y avoir du pognon. Ce qui est pas étonnant. Ce qui est vraiment pas étonnant, quand on connaît la situation de Disney actuellement. Faut savoir que Disney vient tout juste de supprimer 7000 emplois. 7000 emplois qui ont été supprimés. Alors, c'est énorme. Et pour les gens qui ont perdu leurs emplois, c'est quelque chose d'évidemment très, très, très important et de très grave. Il faut se rendre compte que 7000 emplois sur Disney, ça représente 3,8% de la masse salariale. 3,8%. Donc, qui ont été remerciés. Et ce qui me semble même bien plus important pour le coup que ces annonces de films dont on vient de parler, c'est plutôt ce qu'a dit Bob Iger sur la réorganisation de l'entreprise. Parce qu'il faut savoir, donc voilà, je vous parlais de la situation, j'ai un article justement ici, que je vous montre tout de suite, donc ça vient de Vanity Fair. 7000 personnes bientôt privées d'emploi. Bob Iger, le CEO de Disney, a annoncé à ses employés que le groupe allait procéder à une vague de licenciements ce mercredi 9 février. 3,6% des effectifs de Disney à travers le monde seraient conduits vers la sortie. L'annonce intervient alors que le groupe voit son chiffre d'affaires augmenter de 8%, s'élevant à 23,5 milliards de dollars. Faut bien comprendre que sur les 23,5 milliards de dollars, vous voyez, Disney, ça ne représente, donc qui a une hausse de 11% quand même, ne représente que 1,3 milliard. Il y a plus de 20 milliards sur ce chiffre qui viennent tout simplement des parcs. Je le répète souvent, les parcs d'attractions, c'est ça la banque de Disney. Pas les films, pas le MCU, pas Star Wars, pas ces trucs-là, non. Les parcs, c'est ce qui rapporte le pognon. C'est là où il se trouve. Dans le rouge, en revanche, Disney+, la plateforme de streaming a annoncé une perte de 1,5 milliard de dollars et le nombre de ses abonnés a diminué d'environ 2,4 millions pour atteindre 161,8 millions. C'est une énorme perte. 2,4 millions d'abonnés en moins. Et pareil, on n'arrête pas de vous le dire ici, les services de streaming, à un moment, il va falloir que ça se recentre, que ça se recentralise. Il y en a qui vont mourir, c'est obligé, à un moment ou à un autre. Pas à court terme, pas à moyen terme, mais à long terme,
C'est obligé. Et pour moi, la victime sera Netflix. C'est ceux qui ont le moins les épaules solides. Tout simplement parce que le streaming est leur seul business. Là où Disney a justement les parcs, comme je vous disais, et le cinéma et ainsi de suite. Apple, bon bah c'est Apple. Prime Video, c'est Amazon. Voilà. Alors que Netflix, ils n'ont pas les reins aussi solides. Là où les autres peuvent se permettre de perdre de l'argent un peu plus longtemps, si vraiment c'est nécessaire, Netflix ne peut pas. Mais donc, voilà, il y a cette situation. Et un truc super important qui n'est pas dans cet article-là, qui est vraiment très important, c'est que Bob Iger a entamé une réorganisation. C'était très prévisible. Mais donc, Disney va être réorganisé en 3 branches. La première sera la partie entertainment. Donc, toute la partie création, cinéma, audiovisuel, tout ça. La deuxième partie concernera les parcs. Donc, évidemment, comme je vous ai dit, c'est la poule aux œufs d'or, c'est cette partie-là. Je crois que ça s'appelle Park and Visionaries ou un truc comme ça. La troisième partie, ce qui est assez étonnant, ça sera ESPN, donc leur chaîne de sport. Il y aura une partie vraiment dédiée. Alors, est-ce que c'est vraiment pour la mettre en avant? Est-ce que c'est pour la mettre en avant, pour la valoriser, avant de pouvoir la revendre, et donc de simplifier ça en ayant déjà fait une entité séparée? À voir, ça pose des questions. Ce qui est très important avec Iger, c'est que du coup, c'est le retour, et il l'a encore dit durant cette réunion, enfin durant ce discours, c'est vraiment le retour à la créativité au centre, pour ce qui concerne la partie entertainment. Là où, sous Chapek, c'était vraiment des commerciaux qui décidaient où allait chaque programme, ce qui devait se faire, et ainsi de suite, c'est le retour à la direction par les créatifs. Kevin Feige récupère les pouvoirs qu'il avait perdus, les gens de chez Pixar récupèrent les pouvoirs qu'ils avaient perdus, et ainsi de suite. Pour le coup, ce qui est une très bonne chose. La seule partie sur laquelle je vais peut-être regretter un peu Chapek, c'est, on le voit là, dans ce qui a été dit par rapport à Hulu. Bob Iger a dit qu'il n'était pas contre, il n'était pas fermé au fait de vendre Hulu. Pourquoi je vous parle de Chapek avec ça? Il faut savoir que pour Bob Iger, c'est quelque chose de la plus grande importance. C'est un sacro-saint que Disney, toute la marque Disney, soit forcément synonyme d'accessible pour la famille. C'est pour ça que sur Disney+, le MCU, tout ça, vous n'aurez jamais de programme vraiment un peu plus violent, un peu plus, voilà, dans ces eaux-là. Bob Chapek, lui, n'y était pas du tout opposé. Bob Chapek, son projet, c'était justement de racheter. Il faut savoir qu'il y a un tiers de Hulu qui n'appartient pas à Disney, qui appartient, je crois, à CBS. Je crois, à vérifier. Mais donc, il y a un tiers qui ne leur appartient pas. Le projet de Bob Chapek, c'était de racheter ce tiers-là pour que Hulu soit intégré à Disney+, parce que chez nous, en France, on a Starz, comme dans beaucoup de pays du monde. Quand on a Disney+, nous, on peut aller regarder Predator, on peut aller regarder Alien, des films comme ça. C'est pas possible aux États-Unis. C'est 2 plateformes différentes. Il y a Disney+ d'un côté et Hulu de l'autre. Vous n'avez pas tout ça sur une même plateforme. Et justement, Chapek disait, ça marche dans le reste du monde, où il y a des programmes adultes sur le même service de streaming de Disney+, et il n'y a pas de souci. Donc, je veux le faire aux États-Unis aussi. Ce qui aurait permis d'ouvrir la voie du côté des programmes, par exemple Marvel ou autres, à des programmes plus adultes. Sauf qu'avec Bob Iger, ça c'est hors de question. Ça n'arrivera pas parce que lui, vraiment, c'est le défenseur d'un Disney où les parents n'aient même pas à réfléchir une seconde. Il y a le logo Disney, ok, les gamins peuvent regarder. Tout simplement. Donc voilà, pour la situation de Disney, pas mal de choses qui se passent. C'est assez intéressant, voir vers où ça va aller tout ça. On passe tout de suite à la news suivante avec une annonce qui fait plutôt très plaisir. Sony a annoncé une série centrée sur un variant de Spider-Man, c'est-à-dire Spider-Man noir, qui du coup arrivera sur la plateforme Amazon Prime Video. Ça sera une série, donc ça fait suite à la série Silk, dont on savait déjà qu'elle était en production, et c'est pas tellement une surprise dans le sens où il y avait déjà eu une interview il y a pas très longtemps justement de la nouvelle présidente de tout ce qui concerne le développement des programmes TV pour Sony, et elle avait dit justement qu'un de ses grands rôles, de ses buts, c'était de développer toutes ces séries basées sur des franchises appartenant à Sony. C'est-à-dire le côté Spider-Man, il faut savoir que c'est des centaines de personnages qui sont possédés par Sony. Grâce à tout personnage
qui a fait son apparition dans du Spider-Man, pour le coup, appartient à Sony. Ça, c'est important à bien le comprendre. C'est pas que Spider-Man, c'est tous les personnages qui sont apparus dans du Spider-Man. Et, du coup, aussi pour les jeux vidéo. Ils vont aussi développer pas mal de programmes pour leurs franchises jeux vidéo, ainsi que d'autres choses. D'ailleurs, on avait parlé des programmes qui sont développés pour Tomb Raider, sur lesquels ils développent et un film et une série. Sachant qu'en plus, Sony maintenant a le partenariat avec Legendary, qui est une boîte de production qui avant travaillait avec Warner, ce qui veut dire que leurs poches viennent de gagner en volume et qu'ils peuvent lancer beaucoup plus de productions en même temps grâce à ça. Et donc on connaît pas encore grand chose sur... Voilà, on n'a pas d'annonce de casting, pas d'annonce de pitch. Maintenant on sait à peu près qui est ce Spider-Man noir, qui est un Spider-Man c'est une histoire qui se déroule dans une espèce de New York dystopique qui est bloqué dans les années 30, qui est voilà cette espèce de dans une ambiance très polar noir. Vous avez pu évidemment voir le personnage interprété par Nicolas Cage dans Across the Spider-Verse. On sait que ça va être écrit par un certain Oren Uziel, qui a déjà écrit 22 Jump Street ou le remake de Mortal Kombat en 2021. Bon, faut avouer que ça met pas vraiment en confiance. C'est aussi lui, par contre, qui est aux commandes du prochain John Wick 4, et du film adapté du jeu vidéo Borderlands. Et, excellente nouvelle, ça va être produit par nul autre que Phil Lord et Christopher Miller, donc qui était évidemment à la tête de Cross the Spider-Verse. Donc ça, de ce côté-là, ça fait plutôt plaisir. On peut s'attendre à ce qu'il y ait d'autres personnages qui fassent leur apparition comme ça en série ou en film pour Prime Video par Sony, et c'est plutôt cool. De ce côté-là, Prime Video, vraiment, eux n'arrêtent pas de gagner en ce moment. Ils ont réussi à signer des super deals, et il faut avouer que vraiment c'est une plateforme qui est de plus en plus intéressante pour le coup. On passe à la news suivante avec la série que tout le monde attend, la série que vous réclamez tous évidemment à tort et à cri, des nouvelles de la série Echo du MCU. Et on a le producteur Stephen Broussard qui a teasé la nouvelle série en nous disant: la production d'Echo se passe bien, c'est très différent, comme Werewolf by Night par exemple. Je ne veux pas en dire trop, mais le ton est très différent. C'est très terre à terre, très spirituel, très frais, selon nous. Alakwa est très convaincante comme actrice principale. Déjà, quand le plus beau compliment que tu as à faire sur ton actrice, c'est Alaka est très convaincante comme actrice principale, ça annonce du lourd. J'ai l'impression que la série se distingue des autres œuvres du MCU. Alors, reste à l'écoute car c'est vraiment cool. Ouais, bah si même le producteur arrive pas à vendre du rêve, hein, c'est pas gagné cette histoire. Vraiment, c'est la série que j'attends le moins, donc j'oublie même qu'il est prévu la plupart du temps. Ça sera peut-être une excellente surprise. On n'a rien vu, ça sera peut-être incroyable. Je ne parierai pas. Je ne parierai pas là-dessus. News suivante, assez étonnant. On avait beaucoup parlé de cette fusion à venir d'HBO Max et de Discovery+, donc voilà, qui devait fusionner pour former ce qu'on pensait être l'entité Max. Ça, on avait beaucoup parlé à un moment. Eh ben non, ça n'arrivera pas en fait. Ça a été, il semblerait, totalement annulé. Et on nous dit dans un article, donc là c'est les numériques, tout ça pour ça. L'année dernière, Warner Bros. Discovery avait interrompu le lancement mondial et français de sa plateforme de streaming HBO Max pour préférer la fusionner avec son service Discovery+, disponible aux États-Unis. Le groupe américain vient finalement de faire machine arrière et gardera les deux plateformes bien distinctes. Par contre, c'est pas bête. Par contre, il y a une bonne raison derrière. C'est plutôt étonnant qu'ils y aient pas pensé avant, au contraire, mais vous allez comprendre. Une décision que le groupe Warner Bros. Discovery explique, notamment, par une crainte de perdre une importante partie des 24 millions d'abonnés de Discovery+, au moment de sa fusion avec HBO Max. Pourquoi ? Faut bien comprendre. Aux États-Unis, HBO Max coûte $16 par mois. Ok, $16. Ou $10 par mois avec l'abonnement avec pub. Quand Discovery+ propose respectivement des tarifs à 7 et $5. Ça veut dire que ça aurait été
10 euros, voire 11 euros, enfin 9 euros à 11 euros de plus pour ceux qui allaient prendre l'abonnement normal HBO Max, et même de 5 à 3 dollars juste pour l'abonnement avec pub. Il a été jugé qu'une fusion des deux services de streaming aurait demandé aux abonnés de Discovery Plus un trop gros effort pour s'aligner, surtout en cette période d'inflation, et aussi, je rajoute, cette période de concurrence entre les services de streaming. Donc si d'un coup on vous annonce que vous allez devoir payer 10 dollars de plus pour un service dont avant vous estimiez pas avoir besoin, ça pèse quand même pas mal dans la balance. Donc les deux vont rester séparés. Donc voilà, tout ça pour ça. Au final, non, il n'y aura pas de fusion des deux services. Par contre, ça, à voir comment ça va jouer, parce que il vient d'avoir ce contrat qui a été signé avec Amazon Prime, justement, avec le Pass Warner qui va arriver dessus, mais ça va être pour combien de temps, du coup? Parce que là, ça veut dire que HBO Max peut très bien accélérer son arrivée en France. Du coup, est-ce que vraiment ça sera juste une transition à moyen terme, ce passage par le Pass Warner sur Prime Video, ou est-ce que ça leur convient comme ça et qu'ils vont le garder, ce qui m'étonnerait quand même? À voir, mais du coup, affaire à suivre. Et on va finir sur une grosse rumeur qui court en ce moment concernant le film The Flash. Il faut qu'on en parle. Donc, c'est un tweet de Grace Randolph. Alors, il n'y a pas qu'elle qui en parle. Alors, Grace Randolph, on y croit, on n'y croit pas. Je suis partagé, ça dépend vraiment des fois. Voilà, c'est quelqu'un qui est pas très objectif en plus. Ça, j'ai vraiment du mal avec ce côté-là. On sent vraiment, voilà, elle avait son bif contre James Gunn pendant pas mal de temps. Maintenant, on voit qu'elle a mis de l'eau dans son vin parce qu'il est patron de DC Studios, donc il faut essayer d'un peu se faire bien voir. Mais voilà, c'est quelqu'un que je trouve pas très objectif et ça me dérange un peu dans ce qu'elle est censée proposer à la base. Mais il y a quand même eu des fois où effectivement elle avait raison. Et donc elle nous dit, et il n'y a pas qu'elle qui en parle. Et donc elle nous dit, j'entends que, en gros, ça parle il va y avoir, il y a des rumeurs sur comme quoi il va y avoir un caméo à la fin de The Flash, un nouveau caméo, vu que, comme je vous en parlais dans une des dernières vidéos, Sacha Callier, qui joue Supergirl, Michael Keaton, Henry Cavill et Gal Gadot ont été supprimés de la fin de Flash. Alors, si vous voulez pas du tout vous faire spoiler sur Flash, évidemment, ne regardez pas ça, mais on sait que la fin de Flash, c'est Barry Allen, Ezra Miller, qui retournera dans ce qu'il pensera d'abord être sa terre à lui, telle qu'il l'avait quittée, après avoir réparé la timeline. Et donc, lui s'attend à ce que Michael Keaton ait disparu, Supergirl, et ainsi de suite. Sauf que tout ça a été enlevé, parce que Michael Keaton ne sera pas le Batman du DCU, parce qu'on ne reverra pas cette Supergirl-là, il semblerait, dans le film Supergirl Woman of Tomorrow. Donc voilà, ils ont enlevé tout ce qui donnait une fausse impression de ce qui allait arriver. Parce qu'il faut que cette fin de film, vu que c'est le film qui reboot le DCU, enfin qui reboot DC pour amener au DCU, il faut que voilà, ça corresponde à ce qu'on verra plus tard, ou en tout cas que ça ne donne pas de fausses idées. Et donc, on a appris par rumeur, donc c'est pas sûr et certain, qu'il y aurait un autre Batman, encore un autre, ni Keaton, ni Affleck, mais un autre Batman qui apparaîtrait à la fin du film. On nous avait dit en tout cas qu'il y avait un caméo et qu'ils avaient été chercher un personnage existant de l'écurie d'ici, mais qu'ils avaient été chercher assez loin. Donc pas un personnage récent, enfin voilà. Il y avait vraiment on se posait beaucoup de questions par rapport à ça. Ici elle nous dit, j'ai entendu que ça serait un ancien Batman qui ferait un caméo à la fin de The Flash. Et qu'il pourrait potentiellement rester pour devenir le nouveau Batman permanent du DCU. Donc le père de Damian. Pattinson, lui, serait toujours de son côté en solo. Alors elle dit, je sais qui c'est, mais ça ne serait pas cool de révéler tout le truc. Ça me fait marrer, parce que du coup, t'es scoopeuse, et tu sais le truc, mais tu veux pas le dire. Enfin, c'est quoi ta vision d'une scoopeuse? Je trouve ça un peu bizarre comme truc. Ça fait un peu solution de facilité pour être sûr de pas se tromper. Mais, qu'est-ce que ça veut dire? Donc, comme je vous ai dit, c'est parce que voilà, Keaton avait été prévu pour rester le Batman du DCU, ce qui n'est plus le cas. Mais lequel ça peut être alors du coup? Ça veut dire, si on regarde par rapport à ce qu'on connaît, qu'est-ce qui est possible? Val Kilmer, c'est pas possible, à cause de son état de santé. Donc lui, voilà, c'est hors jeu. Bale, perso,
Déjà, le truc, c'est que je ne crois pas à la partie que c'est le Batman qui restera vraiment. Alors, on va me dire, et il y en a qui me le disent, qu'effectivement, je ne veux pas voir la réalité en face, parce que je ne veux pas qu'Ezra Miller reste Flash. Et c'est vrai. Soyons clairs là-dessus. Ce que je vais dire là, c'est mon avis à moi, teinté de tout mon biais sur le fait qu'il est hors de question que Ezra Miller reste Flash, parce que pour moi, ça a été une erreur de casting dès le départ. Voilà, je l'assume. C'est pas un scoop, c'est pas machin. Là, c'est moi qui essaye de réfléchir à comment se débarrasser d'Ezra Miller. Mais ça a quand même du sens. Le truc, c'est qu'effectivement, si Ezra Miller arrive dans un monde qui est du coup ce qui sera le monde du DCU. Imaginons il arrive et il rencontre, je sais pas moi, il rencontre Amanda Waller et ça annonce le DCU futur. Bah dans ce cas, ça veut dire que Ezra Miller est le Flash du DCU. S'il arrive et qu'il rencontre le nouveau Batman, qui jouera dans The Ballad of the Brave, bah, ça veut dire que c'est Ezra Miller le Flash du DCU. En revanche, si on veut s'en débarrasser, qu'il faut quand même un caméo de fin, qu'il faut quand même quelque chose qui montre que c'est pas le monde actuel, pourquoi ne pas l'envoyer encore sur une autre terre? Vu qu'il est trop tôt pour l'instant, les castings sont pas faits, j'imagine qu'ils peuvent pas mettre un acteur du coup vraiment du DCU. Pourquoi pas finir à la James Gunn, faire un coup à la James Gunn, et finir en troll. Et pour aller jusqu'au bout du truc, si c'est une fin à la James Gunn en mode troll, perso c'est clowné que je verrais. En mode la blague. Justement. Sachant que clowné, en plus c'est quelqu'un qui a vraiment du second degré, vraiment un sens de l'humour. Sachant qu'en plus James Gunn est en contact avec Ben Affleck, qui est un très bon pote de George Clooney. Pourquoi pas finir ça en mode blague. Et le fait de dire qu'Ezra Miller est encore dans un autre univers, eh ben on peut partir sur le fait que le DCU c'est un autre monde. Peut-être que je cherche loin, hein, mais voilà, je ne veux pas qu'Ezra Miller reste le Flash du DCU. Vraiment pas. Vraiment, là, je partirais vraiment, enfin, ça partirait vraiment mal pour moi. Si reste le Flash, ça partirait vraiment mal. Mais je me dis, du coup, ça pourrait être une bonne raison, justement, d'aller chercher un Batman comme ça, improbable, parce que le coup de rester, George Clooney, je le vois pas repartir sur une franchise comme ça, super héroïque. Et Val Kilmer non plus. Vraiment, je le vois pas, c'est pas le genre à s'engager comme ça sur plein de films à venir, pour une grosse franchise, encore une fois. Vraiment, j'y crois pas du tout. Donc pour moi, c'est vraiment juste pour être un caméo. Et je me dis, pourquoi pas une solution pour se débarrasser d'Ezra Miller? Dites-moi ce que vous en pensez, vous. Dites-moi que vous y croyez aussi. Donnez-moi de l'espoir, s'il vous plaît. Permettez-moi d'y croire encore. Ne brisez pas mes rêves, je vous en supplie. Ne brisez pas mes rêves. Ezra Miller va partir, s'il vous plaît. Je veux y croire. Mais voilà, en tout cas, c'est tout pour les news pour aujourd'hui. Merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas, bien évidemment, à liker la vidéo, à vous abonner, à la partager. Ça aide toujours énormément, tout ça. Je vous souhaite à tous une excellente journée, une excellente semaine. Je vous dis à très bientôt et ciao ciao.